20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur Fréquence ESJ, bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. On fait le tour de l'actualité pendant 1 heure et avec nous ce soir Laetitia Avia, députée La République En Marche de la 8e circonscription de Paris. Bonsoir Laetitia Avia. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme ce soir, les chiffres de l'épidémie qui ne s'améliorent pas. Hier, le nombre de patients Covid-19 en réanimation a dépassé la barre des 3500 personnes. Une première depuis le 1er décembre dernier. 20 départements sont actuellement sous surveillance. Alors, faut-il agir plus vite? On se pose la question. Votre loi Laetitia Avia, la loi Avia, qui doit lutter contre les contenus haineux sur Internet, avait été largement amputée l'année dernière. On fera le bilan sur son efficacité aujourd'hui. 3 adolescents ont été tués la semaine dernière en Ile-de-France, dont 2 dans des contextes avérés de rixe entre bandes rivales. Des affrontements qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents, notamment en Ile-de-France. On verra avec vous, Laetitia Avia, les réponses et solutions à apporter. Et puis dans cette édition de 20h l'invité, on fera également le point sur le changement de communication du gouvernement et sur la perte de confiance des Français en La République En Marche. Vous pouvez réagir et poser vos questions à Laetitia Avia tout au long de l'émission. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Laetitia Avia. C'est parti. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Laetitia Avia, on commence 20h l'invité avec le mot du jour, un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume une des grandes actualités de ce mardi 2 mars. Et ce mot, c'est 830 000. 830 000 demandeurs d'emploi verront leur allocation mensuelle baisser en juillet 2021 avec la réforme de l'assurance chômage. Alors c'est ce que prévoient les nouvelles pistes dévoilées aujourd'hui, notamment avec le changement de calcul des allocations. Laetitia Avia, est-ce que c'est vraiment le moment de mettre en place cette réforme et de baisser les ressources de 8300 personnes ? C'est pas une réforme pour baisser les ressources de qui que ce soit. Une réforme, forcément, elle a des éléments d'avantage. Il y a aussi des éléments, bien sûr, qui sont des éléments de réorganisation et qui font qu'il y a un certain nombre, en effet, de droits, de pensions qui ont des effets négatifs dessus. Mais la réalité de cette réforme, c'est quoi ? C'est de remettre à plat notre système de l'assurance chômage pour qu'il puisse aussi correspondre davantage aux besoins de chacun. Mais 830 000 personnes qui vont avoir des allocations baissées. Est-ce que c'est le moment en période de crise sanitaire ? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont ces allocations qui sont baissées ? Parce que ces personnes, est-ce qu'elles sont ou non sur un retour à l'emploi ? Est-ce qu'elles ont fait les démarches nécessaires pour aller vers ce retour à l'emploi ou non ? C'est tout cela qui a été remis en place dans ce système. Vous savez, on a eu une période très difficile dans notre pays où tous les samedis, des personnes allaient manifester à Paris, où des personnes se retrouvaient autour des ronds-points en nous disant « il y a trop d'injustice dans notre pays, il y a des personnes qui perçoivent un certain nombre d'allocations sans que cela ne soit justifié ». Avec cette période de crise financière, de crise sanitaire, ce n'est pas une injustice pour vous que cette réforme ait lieu maintenant et qu'en juillet 2021, certaines personnes, 830 000 personnes, voient leur allocation baisser ? Cette réforme, elle doit avoir lieu à un moment ou à un autre. Ce qui compte, c'est que rien ne soit fait dans l'injustice et que toute baisse de droit ou toute baisse de montant perçu soit justifiée, mais à l'euro près, au moindre euro près. Et moi, ce que je retiens, c'est, vous savez, la période de la crise sanitaire, ça fait 1 an. On est en période anniversaire, quel douloureux anniversaire. Mais le pays a continué à avancer. C'est la force de résilience également de la France. Et on a eu cet été 1,2 million de personnes qui sont entrées. Non, ça va pareil. C'est le marché de l'emploi, c'est le chômage, mais c'est aussi les personnes qui trouvent de l'emploi. 1,2 million nouveaux contrats, des CDD, des CDI, beaucoup de CDI, une grande majorité de CDI sur ces contrats. C'est que notre vie économique, elle continue. Si notre vie économique, elle continue, il faut aussi continuer de faire les différentes démarches pour aller rechercher un emploi. Et si, en effet, on n'entre plus dans les grilles qui sont les grilles de l'assurance chômage, eh bien malheureusement, c'est que ces droits doivent être revus. Merci Laetitia Avia. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Avant de s'intéresser au sujet d'actualité de ces derniers jours et notamment aux reconfinements locaux qui attendent sûrement 20 départements de plus,
On prend le temps en ce début d'émission de mieux vous connaître, Laetitia Avia, pour mieux comprendre vos prises de position et vos choix politiques. On revient sur votre parcours commencé en Seine-Saint-Denis pour arriver sur les bancs de l'Assemblée nationale. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Laetitia Avia. Vous êtes issu d'une famille d'origine modeste du Togo et vous travaillez très bien à l'école. Vous intégrez même Sciences Po grâce aux conventions ZEB qui visent à intégrer des élèves d'horizons différents. D'après votre expérience personnelle, est-ce que vous seriez pour un peu plus de discrimination positive en France, un peu comme aux États-Unis? Je suis 100% pour la discrimination positive. Alors pas comme aux États-Unis, puisque je pense pas qu'il soit nécessaire de placer cela sur le champ de la discrimination et des critères alors le placer sur ratio. Voilà, je pense que c'est important de le baser sur des critères sociaux. Et c'est un système dont j'ai bénéficié. Moi, c'est une discrimination positive sur critères sociaux. Et je suis vraiment un porte-parole de ce projet depuis bien longtemps. Et vous mettez ça à contribution puisque vous ressortez de Sciences Po en tant que juriste. Après, vous devenez avocat à 26 ans. Vous faites du conseil pour les grands groupes et du droit des affaires. Et c'est à cette époque que vous rencontrez Emmanuel Macron. À l'époque, c'est dans un cadre purement professionnel. C'est presque lui qui vous a poussé à vous présenter en tant que député. À l'époque, vous dites que vous avez un problème de déficit d'ambition. C'est quand même plutôt ironique quand on voit votre parcours. Je sais pas quand est-ce que j'ai pu dire ça. C'est dans une interview de Libération. Mais c'est peut-être possible, oui, vous savez, parce que on a toujours du mal à parler d'ambition quand on est une femme. Alors c'est vrai que vous changeriez d'avis aujourd'hui? Aujourd'hui, j'assumerai mon ambition, oui. C'est pas quelque chose de forcément facile, mais vous savez, dans tout l'engagement que j'ai pour l'égalité entre les femmes et les hommes, toutes les femmes que je rencontre, que j'essaye de pousser, eh bien, je leur dis de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de parler de ce qu'elles sont et tout ce vocabulaire qui aujourd'hui est un vocabulaire qu'on utilise pour les hommes. À l'époque, même si vous dites ça à Libération, finalement, vous avez quand même pas mal d'ambition puisque vous montez rapidement à l'EREM. J'ai commencé dans un des plus grands cabinets d'affaires. J'ai rencontré Emmanuel Macron, j'avais 22 ans. Oui, je suis pas arrivée là par hasard. Et c'est vrai que lorsque j'arrive au sein de La République En Marche, je monte rapidement, sans pour autant me dire que je vais devenir député. Je ne l'imaginais pas, c'est vrai. Et lors d'un week-end pour en renforcer votre équipe de collaborateurs parlementaires, vous auriez même évoqué les objectifs de devenir ministre de la Justice ou même entrer au gouvernement. C'est toujours d'actualité, ça ? Écoutez, je ne suis pas celle qui décide des ambitions de l'organisation du gouvernement. Mais c'est vous qui décidez de vos ambitions, par contre. Oui, vous savez, moi aujourd'hui, j'aime beaucoup être parlementaire. J'aime être parlementaire parce que c'est à la fois une capacité d'agir, d'œuvrer sur vraiment tellement de sujets différents, mais aussi une certaine liberté. Au gouvernement, il y a une chose qui s'appelle la solidarité gouvernementale, qui fait que il y a des décisions qui sont prises en Conseil des ministres, et puis à partir de là, on y va tous d'un seul homme. Moi, je trouve qu'en tant que parlementaire, on a une certaine liberté qui me plaît. D'ailleurs, ce week-end qu'on évoquait plus tôt, il est cité dans une enquête de Mediapart parue en mai dernier, où 5 anciens collaborateurs parlementaires font état de harcèlement moral et de commentaires déplacés de votre part. Vous avez annoncé à l'époque porter plainte pour diffamation, donc vous niez toujours toute accusation de cette enquête. J'ai déposé plainte, et plainte au pluriel, puisque j'ai déposé 2 plaintes dans ces affaires. Et comme je vous l'ai dit auparavant, comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, moi je suis une ancienne avocate, je crois énormément en la justice, et donc je pense que justice sera faite. Donc pour vous, il y a de diffamation de la part de David Perrotin et de Mediapart avec la publication. Tout à fait, sinon on ne dépose pas de plainte si on ne pense pas qu'il y a diffamation. Et bien sûr, j'ai déposé 2 plaintes, je le rappelle. Pour remettre en contexte, David Perrotin, c'est l'homme qui a révélé l'affaire Michel Zecler, le producteur de musique tabassé. Donc vous remettez en cause le sérieux de son travail ici avec cette enquête. Tout à fait. Si je vous dis que j'ai déposé une plainte, c'est bien pour une raison. Donc, justice sera faite et j'ai toute confiance en la justice. Même si le déontologue de l'Assemblée nationale a été saisi plusieurs fois dans le cadre de cette affaire aussi également. Je viens de vous dire que très bien. La justice était saisie. Là, c'est la justice. En avant, en tout cas, c'est loin d'être la première fois. En tout cas, c'est loin d'être la première fois que vous avez fait parler de vous dans les journaux. En 2017, par exemple, le Canard enchaîné rapportait que vous auriez mordu un chauffeur de taxi lors d'une altercation. Selon Libération, en mars dernier, lors du premier confinement, vous auriez insisté pour qu'une de vos collaboratrices revienne travailler à Paris alors qu'elle était atteinte d'une maladie auto-immune. Si toutes ces déclarations de la presse sont fausses ou tronquées, comment est-ce que vous expliquez une telle attention médiatique autour de vous ? Alors écoutez, le second article que vous évoquez, c'est exactement le même journaliste, donc il fait partie donc des plaintes que j'ai déposées. Donc pour vous, David Perrotin a quelque chose contre vous ? Oh, je pense qu'il a une une envie particulière de traiter le sujet Laetitia Avia, mais
C'est son droit de journaliste. Écoutez, il y a eu énormément d'articles me concernant. Il y a eu énormément d'articles sur mon parcours. Il y a eu des articles sur mes travaux sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mes travaux sur l'égalité des chances, mes travaux sur la lutte contre les discriminations, mes travaux Pour vous, il y a une sur... forme de jalousie? Vous êtes une figure montante, donc il faut attaquer? Vous demandez pourquoi autant d'attention médiatique sur moi. Donc je vous redis les différents... Pour vous, c'est votre travail qui a fait parler de vous et donc qui a attiré la lumière sur vous. Non, mais je vous dis surtout tous les sujets qui sont des sujets d'attention médiatique me concernant. Moi, je vois qu'on parle beaucoup de mes travaux contre la haine en ligne, qui sont des travaux qui sont très difficiles, qui ont été portés en France, qui ont été portés à l'échelle européenne, qui sont portés même par d'autres pays dans le monde. Moi, ce que je retiens comme attention médiatique me concernant, c'est un travail parlementaire qui est pas évident. Mais justement, vous parlez de travaux sur la haine en ligne, sur la liberté d'expression en ligne. Qui sont des sujets qui doivent agir sur le quotidien de chacun. Et c'est cela le rôle de mon engagement. Cette affaire du taxi qu'on évoquait, elle a éclaté au lendemain du discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, où il vous prenait en exemple dans ce discours. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a pu un peu casser quelque chose dans votre carrière et que ça a pu amener un frein, que cette histoire éclate juste après qu'Édouard Philippe vous ait mis en lumière? Je considère pas avoir de carrière politique. J'ai un engagement, et un engagement qui est porté par vraiment des éléments que je porte et que j'ai porté avec toujours la même conviction. Édouard Philippe m'a fait un très grand honneur en me citant juste après Simone Veil dans son discours de politique générale, et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Merci Laetitia Avia. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Éviter le confinement national à tout prix, c'est la stratégie du gouvernement face à l'épidémie. 20 départements sont sous surveillance. Ils sauront, si la situation se dégrade, reconfiner les week-ends. Une mesure que la maire de Paris qualifie d'inhumaine. On voit ça juste après Something Stupid de Jonas Blue sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h14 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Laetitia Avia, députée La République En Marche, est avec nous ce soir. Et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Laetitia Avia sur le sujet de votre choix. On se charge de les poser en fin d'émission. Pour qu'on les récupère, vous pouvez directement les tweeter avec le hashtag Fréquence ESJ ou nous les envoyer sur notre page Facebook. En attendant, retour à la crise sanitaire. Tenir encore 4 à 6 semaines, c'est la réponse d'Emmanuel Macron à un jeune qui demandait un assouplissement des restrictions sanitaires hier en Seine-Saint-Denis. Les chiffres de l'épidémie sont encore à la hausse dans de nombreux départements. Des confinements locaux y sont envisagés, comme c'est déjà le cas à Nice et Dunkerque. Mais jugé attentiste par de nombreux spécialistes, le gouvernement pourrait être contraint à prendre de nouvelles mesures nationales. Bastien Cochet. Laetitia Avia, que souhaitez-vous que Jean Castex annonce vendredi ? Moi, je ne souhaite absolument rien. C'est pas à moi de décider ces éléments-là. Il y a un conseil scientifique qui se réunit autour du Premier ministre et qui prendra les décisions nécessaires. Mais en tant que député de la Nation, en tant que représentante des Français, vous n'avez pas une volonté, par exemple, qu'il y ait un reconfinement national, un reconfinement par département? Vous n'avez aucun avis sur la question? Je pense pas. Vous avez parlé de volonté. Je pense pas que ce soit une volonté quelconque en la matière, si ce n'est de voir ce virus se reculer et de voir chacun de nos concitoyens se porter mieux. Mais alors, que faire pour que ça puisse se faire, justement? Eh bien, continuer d'appliquer les gestes barrières, de faire preuve d'un maximum de sérieux, de diligence dans l'utilisation de ces gestes barrières, dans nos comportements quotidiens, et s'assurer de propager le moins possible ce virus. Alors le Premier ministre, lui, serait plutôt pour un confinement hybride. Ça voudrait dire pas de fermeture d'école, mais rallongement des vacances, garder les commerces non essentiels ouverts, mais avec des jauges, une limitation des déplacements aussi, peut-être confiner seulement le week-end. Il y a une mesure que vous préfériez à d'autres sur ce point? Non, honnêtement, je pense pas on n'est pas ici avec une panoplie de mesures et puis on prend celle qui nous convient. Les choix sont pas faits comme ça. Il faut vraiment se dire qu'on est sur des sujets qui sont vraiment des enjeux qui nous dépassent déjà tous. Faut quand même le dire, et partout dans le monde. Donc le gouvernement est dépassé sur la question. Partout dans le monde. Est-ce que vous avez vu le moindre gouvernement, la moindre personne qui vous dit « moi je sais gérer » Il y a des pays où ça se passe très bien. En Nouvelle-Zélande, il y a très peu de cas. Les personnes circulent sans masque. Ils reconfinent dès qu'il y a 3 cas positifs. Il y a des pays qui arrivent. Qui arrivent aujourd'hui, dans des circonstances, on parle d'une île aussi, et d'une île qui a un fonctionnement aussi particulier. Est-ce que vous voyez un seul pays vous dire « ok, moi c'est bon, j'ai géré, je sais comment ça marche et il y a plus de virus ». Non. Donc pour vous, avec la situation actuelle sanitaire en France, il faut apporter des changements, oui ou non?
Je vous dis encore une fois, nous ne savons pas aujourd'hui, nous ne pouvons pas trancher, on n'est pas sur un raisonnement binaire en ce qui concerne la crise sanitaire, et vraiment, je me garde de me transformer en épidémiologiste. Ce n'est pas ce que je suis une femme politique, j'écoute ce que mes concitoyens ont à me dire sur le sujet, j'écoute ce que les scientifiques ont à nous dire sur le sujet, mais je ne suis pas... Mais alors qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que vous avez par exemple des concitoyens qui vous demandent de fermer les écoles ou de fermer les commerces non essentiels ? Aucun d'eux ? Non, moi mes concitoyens ils viennent aujourd'hui plutôt me parler des difficultés qu'ils ressentent au quotidien, alors que ce soit des difficultés économiques, que ce soit des difficultés sociales, psychologiques, et c'est un sujet d'ailleurs qui nous préoccupe beaucoup, hein. C'est finalement ce troisième aspect de la crise sanitaire, hein, qui est aussi une crise psychologique pour beaucoup de personnes, mais je crois que la grande majorité de nos concitoyens sont conscients de la difficulté de la tâche et de la difficulté de la situation, mais justement, et ils comprennent bien que quand le Premier ministre quand le Premier ministre explique que ça va être très dur dans les prochaines semaines et que personne n'a de solution magique. Et quand le Premier ministre explique que ça va être très dur dans les prochaines semaines, que le président de la République demande de tenir 4 à 6 semaines, pourtant ça fait des mois que des opposants politiques et même des scientifiques appellent à des mesures plus drastiques pour freiner d'un coup l'épidémie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement a échoué sur ce point-là ? Absolument pas. Moi, je vois que d'une semaine sur l'autre, d'ailleurs, on faisait la comparaison dernièrement des titres de presse, d'une semaine sur l'autre, on demande tout et son contraire. Vous savez, moi j'ai suivi notamment tous les textes que nous avons portés sur l'état d'urgence sanitaire, où d'un côté on nous demande d'ouvrir les boîtes de nuit, et puis d'un autre côté on nous demande de fermer absolument tout. Il faut savoir aussi regarder tout cela avec constance, distance, ne pas réagir dans l'émotion constamment, et appréhender cette maladie, puisque c'est une maladie, comme un fait scientifique. C'est exactement comme cela aussi que les décisions sont prises, donc au regard des données scientifiques et au regard aussi des impératifs qui sont des impératifs à la fois économiques et sociétaux. Il y a un pass sanitaire, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous tous, et donc il faut arbitrer entre les différents éléments pour permettre à chacun de vivre au mieux avec ce virus. Laetitia Avia, notamment pour vivre avec ce virus, il y a la possibilité d'un pass sanitaire qui serait envisagé. Ce pass, il permettrait aux détenteurs de faire du sport, de voyager, d'aller dans des lieux culturels ou des restaurants présentant des résultats de tests négatifs ou un certificat de vaccination. Depuis la mi-décembre, la députée UDI Valérie Six le recommande, l'a annoncé à l'Assemblée nationale. Pourquoi le gouvernement, encore une fois, semble à la traîne sur ces sujets, et on est bientôt 3 mois plus tard et on prend enfin cette considération en compte? Je ne sais pas si on peut parler de gouvernement à la traîne, puisque vous parlez d'un pass sanitaire dont vous donnez un certain nombre d'éléments, mais ces éléments, c'est ceux que vous présentez. Le pass sanitaire, il peut avoir 10 définitions différentes en fait. Et donc la question, c'est aussi de travailler avec nos homologues pour savoir... Mais justement, pourquoi le gouvernement ne définit pas le pass sanitaire depuis plus longtemps, alors qu'il est demandé par plusieurs personnes, notamment dans le cadre culturel? Il va pas le définir seul. C'est des discussions qui sont à l'échelle européenne, c'est des discussions qui sont avec nos homologues. Clément Beaune est très en pointe sur le sujet. Qu'est-ce que cela doit permettre? Certains disent le passeport, le pass sanitaire, c'est quoi en fait en réalité? C'est juste finalement un certificat de vaccination. Certains disent cela. Est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela est suffisant? La vaccination, elle n'empêche pas la propagation du virus. Elle empêche de développer des formes graves. Donc pour vous, pas pour le pass sanitaire? Est-ce que vous êtes oui ou non pour cette idée de pass sanitaire? Mais alors, comme je viens de vous le dire, on ne peut pas dire qu'on est oui, on est pour ou contre quelque chose qui n'est pas défini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on définit. Comment est-ce que si vous préférez, comment est-ce que vous définiriez le pass sanitaire que vous voudriez? Et là encore, ce qu'il faut se demander, c'est quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de pouvoir voyager? Est-ce que l'objectif, c'est de se dire qu'on va vouloir réouvrir en France un certain nombre de lieux, et dans ce cas-là, c'est pas tant une question de pass sanitaire, mais de protocole sanitaire. Donc en fonction de quels objectifs vous voudriez un pass sanitaire? Moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, les questions qui me reviennent le plus, c'est celle de l'ouverture d'un certain nombre de lieux de culture. Je suis notamment en train de suivre de très près des expérimentations qui sont lancées, notamment à Paris, autour de l'Accor Arena Hotel, pour pouvoir faire des expérimentations sur un certain nombre des concerts debout. On en a une autre expérimentation à Marseille sur des concerts assis. Et là, on va voir comment est-ce qu'on peut avancer sur les protocoles sanitaires avec Roselyne Bachelot sur des lieux de culture. Ce serait donc un pass sanitaire, en tout cas en fonction, peut-être pour les
les lieux culturels. Ce n'est pas ce que j'ai dit non plus, parce que j'ai dit que c'est un protocole sanitaire plus qu'un pass, par exemple, dans ce cas-là. Et donc, c'est justement, il faut voir ce qui sera le plus adapté. Merci Bastien Cochet, merci Laetitia Avia. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Pour tous ceux qui nous écoutent, 20h l'invité est aussi filmé. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur notre chaîne YouTube Fréquence ESJ. Il y a 2 semaines, on recevait par exemple Guillaume Garot, ancien ministre délégué à l'agroalimentaire sous François Hollande. Et la vidéo est donc disponible sur YouTube. Mais ce soir, en tout cas, on est avec vous, Laetitia Avia. Et on s'interroge maintenant sur votre loi. Un texte aussi liberticide que mal ficelé qui donnait aux GAFA un véritable pouvoir de censure. C'est comme ça que le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qualifiait en juin dernier votre loi, la loi Avia donc. Elle doit permettre de lutter contre la haine en ligne. Votée à l'Assemblée nationale, elle a finalement été quasi intégralement censurée par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, la haine en ligne est plus que jamais présente. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Laetitia Avia. La censure d'une grande partie de votre loi contre la haine en ligne par le Conseil constitutionnel, c'est une victoire pour la liberté d'expression ou un laissez-passer pour la haine en ligne ? Je pense que c'est surtout une victoire pour les grandes plateformes qui souhaitaient absolument pouvoir continuer d'exercer comme elles exercent aujourd'hui et n'avoir aucun contrôle. Et c'est justement ce que ça a été. Elles ont réussi aussi à énormément déplacer le débat sur le terrain de la liberté d'expression, ce qui fait que dans tous les débats qu'on a menés, c'est des débats qui ont eu lieu pendant plus de 2 ans quand même, on parlait presque plus des plateformes, on parlait presque plus des pouvoirs qu'elles ont déjà, de la censure qu'elles font déjà, du contrôle qu'elles ont déjà sur notre capacité ou non de nous exprimer. Donc le Conseil constitutionnel a fait une erreur ? Ah, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous me demandez qui est-ce qui est le grand vainqueur in fine, et je vous dis le grand vainqueur, ce sont les plateformes de cette censure. Non, le Conseil constitutionnel, si on lit sa décision, ce qu'il dit, et qui n'est pas surprenant, il dit le texte tel qu'il est proposé ne permet pas de donner suffisamment de garanties de protection de la liberté d'expression. Mais justement, dans tous les débats qu'on a menés, moi j'ai essayé de porter un maximum de mesures, ce qu'on appelle des garde-fous en fait, concernant la liberté d'expression, et le Conseil constitutionnel dit ces garde-fous sont pas suffisamment solides. Ce qui donc invite à retravailler le dispositif. Mais vous avez travaillé longtemps sur cette loi, beaucoup d'auditions, de magistrats spécialisés. Vous êtes vous-même avocate. Comment vous pouvez proposer une loi qui est aussi éloignée du droit français ? C'est assez particulier ce que vous posez comme question. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une loi. Moi, c'était la première fois. Non, c'est pas mon travail. Et donc, clairement, une loi, surtout une loi qui permet d'attaquer un sujet sur lequel on a une absence de texte depuis plus de 20 ans. Mais il y a eu des alertes à l'époque par le Conseil national du numérique, de la Commission. Il y a eu des alertes par moi-même, puisque la plupart des garde-fous qui ont été déposés ont été faits de mon initiative, en regardant également ce qui avait été fait en Allemagne et les dérives que cela avait pu avoir. Et donc, j'ai proposé un certain nombre de dispositifs pour sanctionner la surcensure, tout en essayant de garder un maximum d'efficacité, parce qu'il fallait pas que le texte soit trop léger et que les plateformes finalement aient trop de façons de pouvoir ne pas appliquer le texte. Aujourd'hui, quand je vois 6 mois après cette censure les commentaires que l'on a sur le texte, moi je reçois quotidiennement des messages de la part de personnes qui me disent « Mais elle est où cette loi ? Quand est-ce qu'on va pouvoir avancer sur la haine en ligne ? Qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Alors justement, cette loi, elle imposait aux plateformes, aux plateformes et aux moteurs de recherche l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus illicites. Une autre de ces dispositions ramenait ce délai à 1 heure pour les contenus terroristes. Est-ce que vous reconnaissez que ces mesures sont contraintes à la liberté d'expression ? Non, et d'ailleurs c'est pas ce que le Conseil constitutionnel dit non plus. Le Conseil constitutionnel écrit clairement qu'on peut mettre des mesures qui encadrent le retrait des contenus et qu'on peut même les cadrer dans le temps. Mais quand il dit que ça porte atteinte à la liberté d'expression, le Conseil constitutionnel. C'est que la sanction que j'avais faite, qui était une sanction qui reposait sur une erreur, c'est un délit, et donc ça peut aller jusqu'à 1 250 000 €. C'était un petit peu trop. Ça, je veux bien le reconnaître. Je suis allée peut-être un petit peu trop loin dans la sanction. Et c'est la sanction que le Conseil constitutionnel a censurée en disant elle est trop forte et elle va entourer des dérives. Elle va entraîner des dérives. Mais sur le reste des dispositifs, pardon, vous avez parlé du retrait en 1 heure
contenu à caractère terroriste et pédopornographique, eh bien ça, on n'a pas eu besoin de le remettre dans une loi française. Pourquoi ? Parce que ça vient d'être voté notamment, justement, dans le cadre d'un règlement européen. Et donc, oui, ce sont des dispositions qu'on peut mettre en œuvre. Ce qui compte, c'est d'encadrer suffisamment la procédure pour qu'on ait suffisamment de souplesse et non pas un coup près. Et c'est comme ça que le Conseil constitutionnel le disait. Ce texte mettait un coup près et à la moindre erreur des plateformes, en effet, elles étaient sanctionnées fortement. Oui, et c'est les réseaux sociaux qui devaient, par exemple, censurer un commentaire qui était illicite. Ça, est-ce que c'était un problème ? Non, parce que c'est le cas depuis 2004, en fait. Ça, c'est pas moi qui l'a créé. Il y a la plateforme Pharos qui, par exemple, elle, régule les contenus. Alors, c'est deux choses différentes. La plateforme Pharos, elle fait pas du retrait de contenu. Ça, ce sont les plateformes qui le font. C'est pas mal. Elle juge si le contenu est illicite ou non. Non plus. Elles vont pouvoir transférer, notamment pour pouvoir engager des enquêtes, notamment. Et ça, c'est assez important pour identifier les auteurs de contenus illicites et pour justement lutter contre l'impunité. Mais ma proposition de l'homme, la loi que j'ai portée, elle ne donnait pas le pouvoir aux plateformes de retirer les contenus. Ça, c'est la loi de 2004 qui le fait. La loi de 2004, qui est la transposition d'une directive de 2000, tout ça, c'est l'âge de pierre. C'est avant même qu'existe Facebook en France. C'est avant les hashtags, avant les stories, avant tout ça, et c'était pas adapté. Et pourquoi les réseaux sociaux ne le font toujours pas ? Si, ils le font. Ils le font, mais vous le voyez tous les jours. On a eu l'exemple quelques mois plus tard avec des vidéos d'un professeur, Samuel Paty, qui avait été partagé sur un réseau social et les vidéos n'ont jamais été retirées. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir de manière complètement aléatoire des contenus qui vont être retirés par les plateformes parce qu'elles le décident selon leurs règles et d'autres qui vont pas être retirés. Donc des contenus purement racistes, antisémites, moi je les vois encore rester. Une paire de seins, ça disparaît très vite. Parce que les plateformes auront décidé que c'est ce qu'elles vont censurer. Et c'est ça la difficulté, c'est que les plateformes, elles retirent ce qu'elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent. Et ce que j'ai porté, c'est de dire, et ce que je porte encore aujourd'hui, avec le soutien de l'Union européenne maintenant, en plus, c'est de dire, c'est à nous de dire aux plateformes ce qu'elles doivent retirer, quand elles doivent le retirer, et comment elles doivent le retirer. Merci. C'est une question de souveraineté aussi. Merci Laetitia Avia. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Dans moins de 3 minutes, on s'arrête sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, les rixes entre bandes rivales. Entre 2019 et 2020, elles ont augmenté de 25% selon le ministère de l'Intérieur. On voit ça juste après Island in the Sun de Weezer sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Il est 20h33 sur Fréquence ESJ. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans 20h l'invité. On est ensemble jusqu'à 21h avec la députée La République En Marche de Paris, Laetitia Avia. Et juste avant de s'attarder sur l'augmentation des rixes, je souhaite vous rappeler que Fréquence ESJ est partenaire de l'opération Les agriculteurs ont du cœur. Le but, mobiliser le monde agricole, les industriels et le grand public pour augmenter les dons vers les banques alimentaires très sollicitées en ce moment. Et pour mettre en avant cette opération, vous pourrez assister jeudi 4 mars à 19h en direct sur la page Facebook de Fréquence ESJ à notre grande émission caritative Les agriculteurs ont du cœur que je vous conseille de ne pas manquer. Retour à la politique en 2020. 3 personnes sont décédées et 218 ont été blessées lors d'affrontements entre bandes rivales. Nous sommes en mars 2021 et 3 décès ont déjà été recensés, tous au cours de la semaine dernière. L'exécutif demande aux parents de prendre leurs responsabilités dans ces rixes. L'opposition, elle, veut des mesures fortes pour stopper cette montée de la violence, comme la suppression des aides pour les parents de mineurs récidivistes. On fait le point sur ce sujet inflammable. Théo Grévin. Laetitia Avia, est-ce qu'il faut supprimer les aides pour les parents de mineurs récidivistes ? Je pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Je pense que lorsque l'on a des enfants qui sont des enfants délinquants, c'est souvent aussi une grande souffrance pour des parents qui, oui, en effet, ont pas forcément au quotidien le regard pointu sur ce que font leurs enfants du matin au soir parce qu'ils travaillent. Ils en ont pourtant la responsabilité. Ils en ont la responsabilité. Il ne faut absolument pas les déresponsabiliser. Mais je pense pas que la sanction financière aide à la solution, puisque c'est souvent
en raison de difficultés financières que ces parents sont aussi éloignés du quotidien de leur enfant. Donc, je pense qu'il y a des mesures plus importantes à porter en matière d'accompagnement, en matière de prévention, pour s'assurer également que les jeunes ne soient pas désœuvrés, qu'ils soient davantage entourés d'adultes dans tout le parcours de leur journée. Mais je préférerais qu'il n'y ait pas de sanctions financières vis-à-vis des parents, puisque ça les amènera à travailler 2 fois plus et donc à être encore moins présents auprès de leurs enfants. Justement, quand Fatima Ouassak, porte-parole du syndicat Parents Front de Mer, déclare la responsabilité première, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Est-ce que vous la rejoignez sur ce point ? Ce que je peux dire, c'est que il y a eu dans les précédents quinquennats une réduction du nombre d'effectifs policiers, notamment et notamment de cette police de terrain. Donc pour vous, c'est la responsabilité des pouvoirs publics qui prime. Je vous dis pas les choses aussi simplement. Je vous dis que la police de sécurité du quotidien que nous avons remise en place récemment, notamment, je pense qu'elle a une action auprès des quartiers. Je pense que remettre également à la fois un sentiment de sécurité, mais aussi la présence de l'ordre au sein des quartiers, c'est quelque chose qui est important. Mais il n'y a pas de solution magique. Et la réponse, elle doit être policière avec ces jeunes. Je dis, il n'y a pas que la question de la police. Alors déjà, il faut restaurer ce lien avec la police. Et la police de sécurité du quotidien, elle est là aussi pour assurer une présence et un lien avec ces jeunes, ce qui est important. Mais il y a aussi donc, comme je vous le disais, des mesures d'accompagnement, de prévention, la présence importante pour des jeunes qui sont en recherche d'emploi notamment, les missions locales, c'est extrêmement important. Et tout cela, c'est toute une panoplie d'éléments qui ont plus ou moins disparu dans les quartiers au cours des dernières décennies et qu'il faut absolument remettre vraiment sur la table, parce que c'est avec la contribution de chacun de ces éléments du puzzle, je pense qu'on arrivera également à restaurer un peu d'apaisement dans les quartiers. Le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est annoncer un plan de lutte rénové contre les bandes. Le ministre de la Justice l'a annoncé. Des policiers en plus, mais rien concernant, on en parlait à l'instant, la prise en charge de ces jeunes. On fait quoi pour tous ces jeunes ? Il n'y a pas d'annonce concernant des conseillers d'orientation en plus. Là, on nous parle uniquement de la police. Alors là, on parle de la police parce qu'on est sur une question sécuritaire. Mais par exemple, le mois dernier, on a voté un texte qui est un texte très important sur la justice pénale des mineurs, où justement, on est venu porter davantage à la fois d'efficacité, parce que je pense que c'est important. La police, si derrière, il n'y a pas de décisions judiciaires qui sont prises, ça sert à rien, mais ces décisions judiciaires, il faut qu'elles soient adaptées aux mineurs. Alors, est-ce qu'on va envoyer des mineurs en prison ? Est-ce que c'est ça le but ? Non. C'est de prendre peut-être des mesures éducatives et de les ramener le plus tôt possible. Quelles mesures éducatives, par exemple, pour ces mineurs ? Il y a des centres éducatifs, il y a des travaux d'intérêt général, il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a des stages, et tout ça pour les ramener le plus tôt possible, en fait, pour les extraire le plus tôt possible de la délinquance. Ça, c'est des choses que nous avons votées déjà il y a quelques semaines. Et tout cela va ensemble, en fait. Merci, Laetitia Avia. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Depuis plusieurs semaines, la stratégie de communication du gouvernement a changé. Les membres du gouvernement, comme le porte-parole Gabriel Attal, interviennent auprès d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Le but, toucher un maximum de jeunes sur les sujets qui les concernent. Mais ces derniers ont vivement critiqué ces méthodes. Le hashtag étudiant pas influenceur a depuis rencontré un large succès sur Twitter notamment. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis, Laetitia Avia, bonsoir. Sous couvert de s'adresser aux jeunes, le gouvernement a choisi la solution de facilité selon les étudiants. C'est ce que reprochent donc les étudiants. Est-ce que ces attaques sont justifiées selon vous ? Non, moi je veux bien ici très clairement prendre la défense de Gabriel Attal, parce que je pense que il y a eu beaucoup d'incompréhension et d'injustice dans les propos que j'ai pu voir. Gabriel Attal, c'est quelqu'un que je connais très bien. On a été porte-parole du mouvement La République En Marche ensemble. Et c'est quelqu'un qui, dans son action en tant que parlementaire, en tant que porte-parole du gouvernement, a toujours tout fait pour être le plus proche possible de nos concitoyens. Il fait régulièrement des sessions questions-réponses sur son Instagram. Il fait des lives, en effet, avec des influenceurs. Vous ne comprenez pas ce qu'on reproche au gouvernement et à Gabriel Attal. Ce que je veux dire, c'est que dans ce hashtag et les commentaires que j'ai pu voir, on a pu lui reprocher finalement de ne pas être près du terrain. Moi, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui se déplace un maximum, qui fait des rencontres avec les personnes un maximum. Et oui, là, sur cette émission,
il a choisi un modèle. Alors, celle du 24 février, vous parlez donc avec d'autres influenceurs, dont Enjoy Phoenix notamment. Émission sans filtre sur Twitch. Quand on lance une émission, on essaye de toucher pour la première, pour que ce soit quand même une réussite, un maximum de personnes. Et donc sur cette première émission, il a fait autour d'influenceurs, parce que donc, selon vous, Gabriel Attal a essuyé les pots cassés de la première émission. Vous vous êtes entretenu avec lui, vous savez si ça l'a atteint, les critiques qu'on a pu lire notamment sur les réseaux? Je m'en suis pas entretenu directement avec lui, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a une certaine incompréhension, parce que vous allez tout de suite sur son Instagram, vous verrez, c'est la personne à qui on peut poser des questions en direct tout le temps. Donc vous reconnaissez que de la part de la communication du gouvernement et du porte-parole, il y a eu donc des erreurs? Il y a eu une incompréhension, c'est ce que je vous ai dit, parce que ce qui s'est passé finalement, c'est que ces influenceurs ont abordé principalement la question qui était la question d'actualité du moment, et c'est le sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui. Et après, Gabriel Attal ne décide pas, bien entendu, tout seul de la communication, mais pourquoi est-ce que le gouvernement... juste ce point, parce que c'est quand même important. Et ces influenceurs ont parlé des étudiants. Les étudiants ne se sont pas reconnus à travers ces influenceurs. Absolument, on l'a vu notamment avec le hashtag étudiant pas influenceur. Je peux le comprendre, mais ces influenceurs ont parlé aussi des messages qu'ils reçoivent, des influenceurs qui leur parlent. Et jamais Gabriel Attal n'a dit que ces influenceurs allaient représenter les étudiants et que c'était une émission sur les étudiants. C'était pourtant le but c'était un thème de leur sur invitation. La crise sanitaire, et pour parler avec des jeunes, pas avec des étudiants. L'influenceuse Enjoy Phoenix et également youtubeuse a relevé d'ailleurs ce détail, l'absence donc d'étudiants concernés directement par la crise sanitaire et également d'un journaliste. Donc vous êtes d'accord que si cette émission est à refaire, il faudra avoir ces éléments. Ce que Gabriel Attal a dit, c'est que il allait, plutôt que de faire quelque chose de large comme il l'a fait pour la première, en disant bon, on va aborder les sujets qu'ils veulent aborder et on verra, il va plutôt thématiser, et comme ça, s'il thématise, eh bien ce seront les personnes dont on ne pourra pas contester la légitimité à intervenir sur le sujet. Est-ce que donc la République En Marche a entendu ces critiques et compte corriger cette communication? Vous dites que Gabriel Attal essaye de mener d'autres opérations. Est-ce qu'il y a d'autres émissions de ce type qui vont avoir lieu? Sur l'émission Sans filtre, je pense que ça va être un rendez-vous d'un mois. Après, la question de la communication, c'est important. Je pense qu'il faut tout tester. Moi, je viens aujourd'hui, c'est la première fois que je viens chez vous. Je reçois des invitations, j'y vais, je réponds. Je pense que c'est important d'aller dans des cercles qui sont pas nos cercles habituels. On va pas passer quand même tous les jours à enchaîner BFM, LCI, CNews. Dans la même veine, Laetitia Avia, Emmanuel Macron donc apparaîtra bientôt dans une vidéo des youtubeurs McFly et Carlito. Une chaîne de 6 millions d'abonnés. Est-ce que c'est vraiment la place du président de la République alors que le pays est encore en plein dans la crise? C'est un débat qui vient depuis plusieurs semaines maintenant. Oui, parce que je peux vous dire que le lancement de cette vidéo est en effet... Elle va servir à quoi pour le président, à part juste pour sa campagne présidentielle? En fait, je vous parle des 2 premières vidéos parce que c'était ça l'essentiel. En fait, la prochaine vidéo qui apparaîtra, c'est ce que finalement le président a promis à ces 2 influenceurs en échange des 2 premières vidéos qui ont été faites. Et les 2 premières vidéos, ce qu'elles ont eu quand même pour effet, c'est quand même de parler un maximum de la question des gestes barrières. Et oui, moi je vois très bien que quand on a ces logos qui passent, que ce soit à la télévision où on les a tous en bas de nos emails, ça ne parle plus. Ça veut dire que finalement le président s'est sacrifié pour cette dernière vidéo, pour ces 2 premières? Non mais vous les avez vues les vidéos? Parce que c'est clairement dit. Il demande aux 2 influenceurs McFly et Carlito de faire très attention à dire qu'eux ne sont pas en politique. Oui, il leur demande de faire une vidéo sur les gestes barrières et eux disent OK, en échange, on voudra filmer une vidéo sur les anecdotes. Et il dit OK. Voilà. Donc oui, parce que l'élément le plus important, et ce que veut le président de la République, et ce qui est hyper positif et que je m'encourage, moi, c'est qu'on ait cette première vidéo sur les gestes barrières. Et parce qu'on a besoin de cela. Je veux dire, on n'arrête pas de répéter à longueur de journée, tous éternuez dans votre coude, lavez-vous les mains, etc. On a des gestes, on les voit partout, on a des affiches, on les voit partout, mais on ne les regarde plus. Mais c'est tellement essentiel pour résoudre cette crise sanitaire. Donc pour vous, ce n'est pas du tout une opération de communication pour le président et c'est de la communication. Sa campagne de 2022. Non, c'est les gestes barrières. C'est les gestes barrières, c'est la crise sanitaire. On se retrouve aujourd'hui, et je suis désolée, mais regarde, combien sommes-nous dans cette pièce?
on a tendance à ne plus respecter la distanciation sociale telle qu'elle doit s'appliquer. Et ces règles-là, on garde quand même les masques, on garde nos distances. Mais même en présence des masques, on est censé être moins dans cette pièce, vous voyez. Mais c'est comme ça, c'est notre quotidien. On a tous relâché un petit peu la vigilance. Et ce que dit cette vidéo, c'est arrêtez de relâcher la vigilance. Soyez hyper rigoureux tout le temps, sur tous les gestes barrières. Et cette troisième vidéo, donc, qui va voir le jour dans les prochaines semaines, probablement avec le président, sera certainement décalée, sera certainement pas vous reconnaissez que c'est un outil de communication pour sa présidence. Je pense que c'est une demande des influenceurs. Faut pas oublier ça. Non, c'est Emmanuel Macron dans la première vidéo qui leur propose, si vous avez plus de 10 millions de vues, vous pourrez venir filmer à l'Élysée. À l'Élysée. Et eux disent, nous, ce qu'on veut filmer à l'Élysée, c'est un concours d'anecdotes. Je pense pas que le président de la République, à l'origine, voulait forcément faire un concours d'anecdotes. Mais il va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui recule pas. Donc il va jusqu'au bout. Et le plus important, c'est qu'il a obtenu ce qu'il voulait. 10 millions de vues, voire bien plus, sur cette vidéo sur les gestes barrières. Et que la vidéo en soi a fait 3 minutes. On comprend mais le but, c'est que votre point de vue, d'accord. Plein de jeunes aient parlé des gestes barrières à un moment. Merci Laetitia. C'est pas mal. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Une partie de la gauche ne votera pas pour Emmanuel Macron, même contre Marine Le Pen en 2022. C'est ce qu'a détaillé le journal Libération. Des propos qui n'ont pas plu à la majorité. Juste avant d'en parler, c'est un titre de Céleste, Tonight Tonight, sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h50 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est toujours avec Laetitia Avia, députée La République En Marche. Dernière ligne droite dans 20h l'invité. Vous êtes peut-être en train de nous écouter sur votre enceinte connectée, parce que oui, Fréquence ESJ est accessible depuis Google Home et Alexa. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous avez ces fameuses enceintes. La République En Marche en plein déni. C'est ce qu'a écrit le journal Libération. Une partie grandissante de la gauche affirme qu'elle ne votera pas Emmanuel Macron en 2022, même face à Marine Le Pen. Des élus de la majorité se sont indignés. Pour les électeurs, La République En Marche refuse d'admettre ses erreurs. Axel Rebaud. Laetitia Avia, les électeurs de gauche le disent, ils ont perdu confiance en La République En Marche. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs de la part de la majorité ? Alors des électeurs de gauche, et puisqu'il y a un choix qui a été fait par Libération, et moi je trouve que c'est intéressant de faire ce choix éditorial et d'aller interroger des personnes après un appel à témoignages vraiment ciblé sur ce sujet, donc uniquement des personnes qui disent qu'elles ne veulent plus voter pour La République En Marche et faire barrage, mais ça ne veut pas dire que ce sont tous les électeurs de gauche. Et d'ailleurs il y a un sondage IFOP qui est sorti aujourd'hui, quelques minutes avant que j'arrive sur votre plateau, qui indique que aujourd'hui Emmanuel Macron est bien plus populaire auprès de l'électorat de gauche que l'électorat de droite. Donc il faut aussi prendre de la distance. Libération, et il a bien dit en toute transparence, n'avait pas vocation à faire une étude d'opinion ou un sondage, mais de partager un certain nombre de témoignages de personnes qui se sont éloignées de La République En Marche. Donc ces personnes, leur témoignages, est-ce que vous... choc chez moi? Non. Parce que chez vous non, chez la République En Marche selon vous non plus. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis moi Laetitia Avia parce que j'ai beaucoup de retours également de personnes avec qui j'échange régulièrement et qui me disent que elles ne s'y retrouvent pas forcément. Alors quand on prend le temps, qu'on descend ensemble un certain nombre de mesures que nous avons votées depuis le début de ce mandat, généralement ces personnes me disent: ok, c'est vrai. De quelles mesures vous parlez exactement, Laetitia Avia ? Je peux vous faire des listes à l'après-vert, et c'est justement ce qu'on me dit souvent. Puisque on peut parler des mesures pour les enfants, que ce soit le dédoublement des classes de CP et de CE1 qui change considérablement la donne. Il y a certaines mesures de La République En Marche qui sont ciblées par l'opposition. Alors vous m'avez dit de quelles mesures, mais laissez en donner qu'une seule, vous voyez ? Bien sûr, parce que justement, c'est ce que me disent les gens. Ils me disent, mais vous n'arrivez jamais à détailler l'ensemble de votre politique sociale. Ils me disent souvent, vous ne le portez pas avec suffisamment d'impulsion. De quelle mesure vous parlez Donc je vous parlais, pour les enfants, dédoublement des classes, le petit déjeuner à l'école, ça c'est très important pour les enfants des quartiers populaires, la mesure devoir fait qui permet aussi que les enfants restent à l'école, qu'ils soient accompagnés jusqu'au bout, ça c'est des mesures qui sont très importantes pour les enfants. Pour les personnes plus âgées, le minimum vieillesse que nous avons augmenté de 100 € par mois pour les personnes qui bénéficient du minimum
minimum vieillesse. Pour les personnes éloignées de l'emploi, nous avons augmenté le compte professionnel pour formation. Néanmoins, Laetitia Avia, vous comprenez que ce ne sont pas ces mesures-là qui sont visées par l'opposition et ceux qui parlent donc d'une perte de confiance. On parle notamment, par exemple, de la loi sécurité globale qui a été jugée dangereusement autoritaire par plusieurs associations. On parle toujours d'un article sur cette loi. C'était plusieurs articles, dont l'article qui était assez flou sur le droit à filmer la police. Il y avait d'autres articles sur la surveillance avec des drones de manifestations, mais également il y a des coups d'éclat, notamment récemment la vidéo, on voit de cette semaine qui a circulé sur les réseaux de forces de l'ordre qui avec une pelleteuse détruisent donc des tentes et des affaires de migrants. En novembre dernier aussi, donc 2 jours après l'affaire Michel Zecler, 500 migrants qui sont évacués de la place de la République de manière extrêmement violente par les forces de l'ordre. On peut comprendre, même l'ONU a épinglé plusieurs fois la France sur son usage excessif de la force sur ses manifestants. Vous comprenez quand même que bien sûr, tout ça joue dans la montée de l'extrême droite également. Mais bien sûr que j'entends, mais ce que j'entends aussi, et c'est la réalité, quand on est en exercice, vous parlez par exemple de la place de la République, bien sûr que les images elles sont déchirantes, mais que fait-on ? Est-ce qu'on laisse Vous voulez condamner ces images ? Est-ce qu'on laisse un sitting s'installer ? Alors, est-ce que et c'est la question d'ailleurs, je pense qu'il y a une enquête justement qui a été engagée. Je connais pas là les résultats. Il faudrait peut-être que j'aille voir d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a eu un usage disproportionné de la force dans le cadre de cette affaire ? Il faut le savoir. Mais est-ce que le rôle de l'État, c'est d'assurer également l'ordre, et donc on peut pas juste place de la République installer indéfiniment des tentes, c'est une réalité. Et donc à côté de ça, en revanche, on parle pas de toutes les opérations qui sont menées pour justement ouvrir des places d'hébergement, pour loger les gens durablement, et tout ça fait partie de la politique qu'on mène. Et en fait, la réalité, et moi c'est ce que je déplore, en réalité, s'il y a une chose que je déplore et que je regrette sur ces 3 ans et demi, 4 ans, c'est qu'on n'arrive pas à porter avec suffisamment de force et de constance tout ce que nous portons comme évolution sociétale, sociale. Que généralement, on arrive peut-être à glisser autour de 20 secondes, 25 maximum sur un média. On peut comprendre qu'il y a énormément, Laetitia Avia, mais on peut comprendre qu'il y a énormément de mesures qui sont proposées. Le plan pauvreté, par exemple, je peux vous dire, j'ai envoyé des messages dans tous les sens pour faire des médias pour en parler. Eh bien non, parce que quand c'est super positif, malheureusement, eh bien généralement on n'a pas beaucoup d'écho. Laetitia Avia, lorsque Gérald Darmanin par exemple expliquait à Marine Le Pen qu'elle était trop molle sur certains sujets, notamment sur la question de l'islam, est-ce que c'est pas aussi jouer et faire monter l'extrême droite Je pense pas que ça ait fait monter l'extrême droite ou que ce soit. Vous pouvez comprendre que cela choque qu'un ministre d'Emmanuel Macron dise ça. C'était un débat politicien entre politiques et qui malheureusement, je pense, s'est éloigné des considérations du quotidien de chacun. Et à un moment, il était télévisé, il était avisé des téléspectateurs. Je crois que malheureusement, les audiences ont montré que le débat n'a pas suffisamment mobilisé, mais aussi pourquoi ? Parce que on avait 2 responsables politiques qui se parlaient l'un à l'autre et qui ne parlaient plus aux Français. Et c'est ce que j'ai trouvé moi dommage dans ce débat. Et un débat politique doit toujours s'adresser avant tout à le vrai réceptacle, c'est le citoyen. Merci Laetitia Avia. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Laetitia Avia, c'est l'heure de la question auditeur. On a sélectionné celle d'Olivier qui fait référence à la déclaration de Gérald Darmanin hier. Nicolas Sarkozy a tout mon soutien amical. Ce dernier a été condamné hier à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Olivier vous demande donc, est-ce que c'est le rôle, selon vous, d'un ministre de l'Intérieur d'apporter son soutien à une personne qui vient d'être condamnée ? Je pense que, en effet, c'était pas la déclaration la plus appropriée. Je pense que Gérald Darmanin, qui a une histoire personnelle longue avec Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est interrogé sur la question, mais il répond à titre personnel. Et c'est vrai que lorsque l'on est ministre, lorsque l'on est député, eh bien on l'est tout le temps. On est tout le temps, et parfois on doit, et c'est pas facile au quotidien, oublier la femme ou l'homme que l'on est et les attaches personnelles que l'on a. Mais oui, moi je considère que une décision de justice, ça ne se commente pas, on en prend acte. C'est une démarche qui a été plutôt une démarche personnelle, humaine de l'homme, plutôt Gérald Darmanin, et pas du ministre. C'était une communication en tant que ministre de l'Intérieur. Vous savez, je suis pas là pour donner des bons points, des mauvais points, de dire alors lui il fait une faute, lui très bon sur sa communication. Non, j'essaye de voir ce que chacun a fait, pourquoi. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait dans les mêmes
mêmes circonstances. Est-ce que je sais même pas s'il a été pris au je sais même pas s'il a été pris au dépourvu ou pas. Alors moi, je suis très respectueuse de la justice. Et donc moi, j'ai des réflexes, mais c'est aussi lié à mon parcours, mon histoire, qui font que je commente pas des décisions de justice. Et c'est comme ça. Mais moi, c'est moi. On passe maintenant à l'agenda politique de la semaine. Jeudi, une manifestation a lieu à Paris à l'appel des organisations et des syndicats de spectacles. Ils demandent notamment de prolonger le dispositif d'année blanche mis en place pour les intermittents. Donc un intermittent doit avoir travaillé 507 heures dans l'année pour renouveler ses droits à l'allocation chômage. L'année blanche décidée en mai 2020 permet de prolonger ses droits jusqu'en août prochain sans ce quota d'heures obligatoire. Laetitia Avia, la plupart des intermittents n'auront toujours pas réalisé ces 507 heures de travail à cause du Covid. Il faut prolonger cette année blanche. Moi, j'y suis favorable. Et même si je suis très attachée au droit de manifester pour chacun, je suis même pas sûre que cette manifestation soit nécessaire. Roselyne Bachot apparemment, la CGT explique que mobilisée, ce scénario n'est pas envisagé. Elle est tellement mobilisée sur le sujet pour aider chacun des acteurs de la culture. Et je peux vous dire, parce que je travaille énormément avec elle, qu'elle y met une énergie folle. L'objectif aussi, vraiment, et je pense que les intermittents nous le demandent bien plus qu'autre chose, c'est qu'ils puissent retravailler vite. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler en lien également à Paris, par exemple, avec la PHP, sur des protocoles sanitaires pour qu'on puisse retrouver un petit peu de culture et de musique dans nos quotidiens. Merci Laetitia Avia. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Laetitia Avia d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de la 8e circonscription de Paris. Demain sur Fréquence ESJ, votre émission culture et divertissement, c'est Storytelling présenté par Bastien Cochet. Et autre rendez-vous cette semaine, jeudi à 19h sur la page Facebook de Fréquence ESJ pour la grande émission sur l'opération Les agriculteurs ont du cœur. Objectif, mobiliser le monde agricole, les industriels et le grand public à augmenter les dons vers les banques alimentaires. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans 20h l'invité avec Valérie Lacroute, maire de Nemours et ancienne députée Les Républicains. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.